Et nous sommes de retour sur le plateau de Bâtir en Île-de-France pour notre premier débat de cette semaine un peu folle où on parle logement et construction en Île-de-France. Et pour ce premier débat, des invités m'ont rejoint. Notre première invitée, bonjour Madame Hélène El Aïba. Bonjour. Vous êtes DGA d'ICAD Promotion Île-de-France résidentielle. Vous allez débattre avec nous sur comment bien bâtir et comment construire sur notre territoire d'Île-de-France. Aussi avec nous, Geoffroy Boulard, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire du 17e arrondissement et vous êtes aussi vice-président de la métropole du Grand Paris. Merci d'être avec nous. Merci. Et notre invité, aussi notre troisième invité, Hervé Lebras, à distance, en visioconférence. Bonjour Monsieur Lebras. Bonjour Monsieur Lebras. Bonjour. Vous êtes démographe et on va parler ensemble de ce territoire et de comment peupler, comment construire sur ce territoire. Vous allez m'entendre dans quelques secondes, parce que vous êtes en vidéoconférence, quand je parle, le micro coupe, mais vous allez m'entendre quand ça sera à vous de parler. 18% de la population française, avec près de 12 millions d'habitants. Nous étions 10 millions de franciliens en 95. En termes de superficie, l'Île-de-France, c'est 2% du territoire national, et c'est 28% du PIB, et c'est surtout 22% des emplois qui sont en Île-de-France à travers la France. Hervé Lebras, ma première question, elle est pour vous. Vous êtes démographe, je l'ai dit. Comment on peut parler de ce territoire d'Île-de-France, de la densité? Comment on peut l'analyser? Surtout, les chiffres que vous avez donnés sont tout à fait, non seulement exacts, mais intéressants. Mais ce qui se passe actuellement, et au fond depuis plus d'une dizaine d'années, c'est qu'il y a une extension de l'Île-de-France aux régions voisines, aux départements voisins. Il y a le gros phénomène, c'est la croissance au sud de l'Oise, en bordure de l'Eure, au sud aussi, au nord du Loiret, c'est au nord de Lyon. Donc il faut, pour comprendre l'Île-de-France, il faut en fait un concept un tout petit peu plus large qui est celui de région, on peut parler de région parisienne ou pas de bassin parisien, mais vous voyez, il faut élargir. Et alors, à l'intérieur même, bien sûr, de cette Île-de-France que vous venez de décrire, il y a des processus démographiques assez importants, particulièrement depuis longtemps, avec des pauses, la dépopulation de Paris, une dépopulation qui aussi guette la première couronne, et puis un renforcement de plus en plus important de ce qu'on a appelé le périurbain, donc de l'est de la Seine-et-Marne, et puis de l'Essonne, et l'ouest de l'ancienne des Yvelines. Et là, ce qui se passe actuellement avec l'épidémie peut changer quand même beaucoup de choses. On y reviendra, mais on peut-être assister à un tournant. Oui, je pense que ça change de deux façons. On l'a beaucoup dit, c'est déjà les Français aiment les pavillons et aiment disposer d'espaces, de terrasses, de jardins individuels. Donc, avec les confinements, ça a renforcé ce sentiment. Mais en même temps, la question des déplacements se pose, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils ne soient pas trop loin de leur travail, même s'ils font du télétravail, ils sont quand même obligés de se rendre à leur travail relativement fréquemment. Et là, la contrainte écologique va se poser, le coût des transports individuels va augmenter, donc la localisation autour des transports publics, par exemple les nouvelles gares qui vont s'installer pour le Grand Paris, vont sans doute modifier la répartition géographique de la population dans l'Île-de-France. Madame Alaïba, on va parler avec vous dans quelques secondes de l'appareil de production, de comment construire en Île-de-France. Geoffroy Boulard, j'ai dit, vous êtes maire du 17e arrondissement à Paris, vous êtes vice-président de la métropole du Grand Paris. Sur ce que vient de dire Monsieur Lebras, sur le fait que la région s'est étendue, qu'il y a de plus en plus de monde, vous allez dans ce sens-là aussi, vous, en tant que maire de Paris, enfin, pas encore maire de Paris, mais maire du 17e, vous allez dans ce sens-là ou pas? Alors, moi, j'abonde dans ce que dit Hervé Lebras. On a aujourd'hui un réseau de transport qui s'est développé à l'échelle de la métropole du Grand Paris, dont je suis vice-président auprès de Patrick Ollier. Nous, on est très volontariste en matière de logement et d'habitat.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, investir les quartiers des nouvelles gares. Vous savez qu'il y a le Grand Paris Express, 77 gares. On va d'ailleurs, dès la semaine prochaine, lancer le prolongement de la ligne 14 dans le 17e arrondissement, à Pont-Cardinet, et puis en janvier à Porte de Clichy, et ça va rejoindre la mairie de Saint-Ouen. Et on va commencer le Grand 8 du Grand Paris Express. Derrière, c'est 77 gares, 77 territoires, finalement, à investir. C'est-à-dire sur lesquels il y a du logement qui peut se bâtir, des villes nouvelles auprès de ces gares. Ces nouvelles villes, en fait. Et donc, tout l'enjeu, ça a été, inventons la métropole, d'attirer des investisseurs pour construire la ville de demain. Et la ville de demain, elle est forcément auprès de nouvelles infrastructures de transport qui permettent de vivre, je dirais, de manière interconnectée et avec des impacts écologiques plus faibles. Ça, c'est un des enjeux importants. On ne peut plus densifier dans le cœur de Paris. On le voit, le foncier disponible est quand même très limité. Et donc, il faut avoir une vision métropolitaine et savoir ce qu'on veut faire comme type de logement. Et est-ce qu'on veut densifier? Est-ce qu'on veut avoir un respect strict, notamment des attentes des habitants, de mieux respirer dans la ville? Donc c'est forcément à l'échelle métropolitaine. À l'échelle parisienne, la densité, on voit les limites aujourd'hui, notamment en périphérie de la capitale. Les pavillons dont parlait M. Lebras, ils peuvent aller s'installer dans ces banlieues parisiennes, dans ce territoire d'Île-de-France un peu plus étendu. C'est ce que vous nous dites. Oui, mais il faut qu'il y ait un réseau de transport qui permette de désenclaver ces zones pavillonnaires parfois qui sont mal desservies en transport. Madame Alaïba, je l'ai dit, vous êtes DGA d'ICA de promotion résidentielle en Ile-de-France. Donc, vous êtes dans l'appareil de production, vous construisez. Est-ce que vous avez l'impression qu'on construit de moins en moins en Ile-de-France ou est-ce que la production se déroule et se développe correctement ? Alors, sur le temps long, c'est-à-dire entre l'an 2000 et 2017, la production a augmenté de manière très significative en Ile-de-France et près de 600 000 logements ont été construits quand la population francilienne a augmenté de plus de 10%, passant à 5 600 000 habitants. La localisation de la production s'est faite essentiellement, effectivement, non pas dans Paris, bien qu'il y ait eu quelques grandes ZAC, mais sur la première couronne et dans une moindre mesure en seconde couronne. Aujourd'hui, on rencontre cependant un enjeu, c'est que avant les élections municipales de 2020 et en 2020, à la fois suite à l'impact des élections municipales d'une part et à la crise du Covid d'autre part, on a constaté un fort ralentissement des dépôts de permis et donc également par effet consécutif de la mise à l'offre. Et donc on est à peu près sur une baisse de 50% sur un an de la mise en vente de nouveaux projets, ce qui peut avoir à court terme, en tout cas, un impact assez fort sur l'offre, évidemment, et donc par suite les prix de vente. Comment vous l'expliquez, ça? Est-ce que le fait qu'il y ait moins de projets construits, c'est aussi peut-être moins d'échanges avec le pouvoir public, peut-être aussi? Alors, il est évident qu'avant les municipales, il est plus compliqué pour des élus de laisser partir des projets qui pourraient créer des nuisances ou en tout cas, à tout le moins, des discussions avec les habitants. Et donc, il est de tradition, et ça s'est constaté lors de toutes les élections municipales, qu'il y a un ralentissement. Ce qu'on a constaté cette année, c'est qu'il a été plus marqué que d'habitude et amplifié par l'arrêt des instructions de permis de construire qu'on a connu avec le Covid. Voilà. On espère que ce n'est qu'un épiphénomène. On attire toutefois l'attention dessus parce que sur 2021 notamment, la baisse à l'offre va être assez importante. Monsieur Lebras, on est avec Geoffroy Boulard qui est vice-président de la métropole du Grand Paris. On parle beaucoup du Grand Paris depuis quelques années, depuis quelques mois, même une décennie presque. Quel est le Grand Paris? Comment on pourrait définir ce Grand Paris, monsieur Lebras? Je crois que la meilleure définition a été donnée, c'est l'ensemble des nouvelles gares et des lignes qui les joignent avec Paris. C'est vraiment un projet qui est un projet de circulation, un projet de réseau. C'est en ces termes-là qui doit être défini avec ses conséquences, parce que tout dépend de l'endroit où seront posées les gares. Ensuite, forcément, comme je vous le disais, le public viendra. Alors, de quelle manière? Je pense que des difficultés se poseront entre
le choix entre appartements et pavillons d'une certaine manière, parce qu'il y a là une sorte de désir irrésistible des Français pour le pavillon, et le pavillon, c'est problématique. On ne peut pas mettre énormément de pavillons à proximité d'une gare, donc je ne sais pas très bien comment tout ça se réglera, ni comment les promoteurs feront, mais ça sera certainement une difficulté. Donc c'est plutôt ça. Au fond, ça ne se posera pas vraiment en termes géographique classique, ça ne va pas être simplement la distance au centre ou bien la densité, ça sera vraiment la position, comme ça a été dit, des gares, l'accès au transport. Je vous vois réagir sur ce que dit M. Lebras, l'accès au pavillon, l'accès aux gares. Est-ce qu'il faut réfléchir plus maintenant en termes de métropole, Grand Paris, et arrêter de dire Paris simplement ? C'est évident, on le voit d'ailleurs, la tension sur la demande de logement à Paris. Je pense par exemple aussi au logement social. On ne peut plus construire comme on voudrait construire. Les choses évoluent, les attentes aussi des habitants évoluent, veulent pouvoir respirer dans la ville. Et donc à un moment donné, oui, il faut que l'échelle soit métropolitaine sur la politique du logement, privé et public en termes de construction. Je veux simplement répondre, en tout cas donner aussi un élément de terrain. Nous, dans le 17e, on a une centaine de permis de construire usuellement chaque année qui sont délivrés. Et sur l'année 2020, on a un rythme qui n'a pas ralenti malgré la crise. C'est-à-dire qu'on a des services d'urbanisme, d'instruction des permis de construire qui, malgré le Covid, sont restés actifs et ont permis au projet de ne pas être bloqué, en tout cas de perdre trop de temps dans les méandres administratifs. Donc c'est aussi un message pour dire que on essaie, nous, en tant que maire, il y a eu cette période d'élection, il y a eu cette période de Covid, donc tout ça est compliqué pour un certain nombre de promoteurs en Ile-de-France et à Paris, mais on essaie aussi d'accompagner la transformation de notre territoire et de nos territoires. Et les maires sont évidemment, notamment ceux qui ont été réélus, mais sont évidemment dans la continuité de ce qui a été échangé en amont. Il y a par contre, c'est vrai, des maires qui ont demandé à un certain nombre de promoteurs de revoir les projets, parce qu'ils n'intégraient peut-être pas assez la dimension environnementale. Et puis il y a des réorientations, notamment sur la rénovation énergétique. C'est un des axes du plan de relance métropolitain qu'on a souhaité avec Patrick Ollier mettre en avant et qu'on défend auprès de l'État pour qu'on ait, nous, vraiment le pouvoir d'agir localement. Parce que c'est bien de dire 100 milliards au niveau national, mais si ce n'est pas territorialisé, et si ça ne descend pas sur les territoires, ça ne sera que des effets d'annonce médiatiques qui n'auront pas de suite. Et on en parle trop peu et plus finalement de ce plan de relance, alors qu'il y a un volet très important pour tout ce qui est rénovation énergétique, soit des bâtiments communaux, soit des copropriétés dégradées. Il y a un dispositif qui existe et nous, avec la métropole, on travaille avec l'État pour récupérer un maximum, notamment de ces milliards qui ont été annoncés, pour que ça redescende concrètement dans les territoires, dans les communes. Ce sera un débat qu'on aura, la construction énergétique jeudi. Les élections ralentissent, vous nous le dites, quelquefois, les projets et les autorisations de construire. Et il y a des élections qui arrivent normalement au mois de mars ou avril, les régionales. Oui, non, mais ICAD l'a bien dit, vous l'avez très bien dit, madame. Effectivement, il y a toujours un attentisme avant les élections, oui. Parce que c'est une période où on ne cherche pas à finalement se mettre en difficulté dans une campagne et que parfois des projets d'urbanisme et architecturaux, ils peuvent provoquer une polémique au moment où on cherche à se faire réélire. Donc c'est vrai que c'est traditionnellement une période un peu plus calme. Et puis après, ça reprend. Ou alors, il y a effectivement cette phase de modification liée à un nouvel exécutif local qui a aussi qui n'est pas comptable de ce qui a été négocié avant lui, ça c'est certain. Madame, vous voulez dire quelque chose, monsieur Lebras ? Non, c'est parce qu'il y avait une petite coupure, donc je voyais si je n'étais pas coupé de votre discussion. C'est parfait. Madame El Haïba, justement, à la lumière de ce que nous a dit M. Lebras, ce que nous dit M. Boulard, en tant qu'élu de terrain, est-ce que démographiquement, vous vous adaptez, vous, au déplacement des populations, on va l'appeler comme ça, ces populations qui quittent Paris pour aller en banlieue et habiter ce grand territoire? Est-ce qu'on doit changer ses constructions, son modèle de construction et même sa philosophie de construction?
Alors, ce que je peux dire, c'est que les promoteurs se sont toujours adaptés à l'évolution. Si on prend les dernières années, on a transformé la manière de construire des logements. Vous parliez de construction à basse consommation énergétique, mais plus que ça, la forme des logements, avec l'agrandissement des séjours, avec l'adaptation aussi en termes de typologie de logement aux nouveaux usages. Je pense aux familles monoparentales, à l'allongement de la durée de vie aussi, qui fait qu'on a besoin structurellement d'un plus grand nombre de logements pour une population à effectif constant. Tout ça, on l'a pris en compte et intégré dans nos nouvelles manières de construire. Aujourd'hui, on est confronté à une nouvelle problématique, mais auquel on va répondre à la demande des élus et de nos futurs clients et habitants. C'est d'adapter nos logements à la demande de davantage d'espace extérieur, à une qualité de vie, en tout cas perçue comme telle, renforcée. Alors, par rapport à ce qui est d'aller plus loin de Paris, moi, je ferai juste un chemin. Juste avant le Covid, tout le monde parlait de métropolisation. C'était le dernier Graal est crié à la mode. Aujourd'hui, tout le monde dit on va aller vivre dans les campagnes. Moi, je pense que la réalité en Île-de-France, elle va se passer effectivement autour des gares du Grand Paris, des projets qui se développent autour, parce que c'est à la fois un très grand investissement public, donc collectif, et que les personnes, les habitants, ils cherchent non seulement un logement confortable, mais ils cherchent aussi une qualité de vie qui se traduit par la proximité de transport pour pouvoir se déplacer, la proximité de services, de commerce, d'équipements. On ne parle pas assez des écoles, etc. Oui. Quand on construit, il faut faire tout ça. Et donc, on ne peut pas imaginer offrir tous ces services et équipements n'importe où en Île-de-France. Et ils vont nécessairement, comme par le passé d'ailleurs, se concentrer sur certaines zones. Donc, effectivement, de manière privilégiée, autour des gares du Grand Paris Express et les grands projets qui sont lancés à cette occasion, soit à travers des appels à projets, soit derrière sous la maîtrise des villes et de leurs aménageurs, eh bien les promoteurs y répondront. À tous les trois, on parle de densité, de Paris qui se remplit. Paris reste attractif quand même. Paris reste pour beaucoup, pour nous et pour moi en tout cas, la plus belle ville du monde. Est-ce qu'on peut parler aussi, est-ce qu'on peut se dire que il faudrait construire des immeubles plus grands? C'est un peu le débat du moment. Il faudrait construire des étages supplémentaires. Est-ce que l'aménagement du territoire passera par ça, Monsieur Lebras? Aménager les immeubles avec plusieurs étages? Je pense que non. Je pense que ça heurte là à nouveau une volonté de verdissement de la ville, comme on dit. Notamment, il y avait une très belle exposition au pavillon de l'Arsenal sur la ville verte. Donc, c'est assez contradictoire avec ce qui vient de se passer. Je pense que Paris va continuer, comme vous le dites, d'être la plus belle ville du monde. Aussi, d'ailleurs, parce qu'elle a ce caractère, je ne dirais pas un peu archaïque, mais presque, avec ses immeubles haussmanniens, avec le gabarit. Donc, ça m'étonnerait, ça ne deviendra pas Londres, justement, qui a quand même beaucoup changé avec des gratte-ciel, des tours. Non, je crois que c'est pas une solution. Je pense plutôt que la solution qui est en train au fond de s'amorcer avec le Grand Paris, c'est quelque chose qui ressemblerait, d'ailleurs on devrait y repenser aux villes nouvelles. Les villes nouvelles ont plutôt été un succès. C'est parce qu'on a pensé, d'abord il y a eu des établissements publics très dynamiques dans les villes nouvelles, et puis on a pensé les choses globalement. On a pensé bien sûr la liaison vers la capitale, mais aussi, et Madame en parlait, on a pensé les écoles, on a pensé les services publics, et globalement, on peut entrer dans le détail des différentes villes nouvelles. Certaines ont mis du temps, comme Marne-la-Vallée, à se construire, mais d'autres sont tout à fait des réussites. Je pense même Évry, par exemple, est un très bon exemple. Donc même Saint-Quentin maintenant, y compris par exemple du point de vue universitaire. Donc là, il y aurait peut-être à revenir un peu dans le passé, voir ce qui a fait le succès de ces villes nouvelles. Et ces villes nouvelles avaient justement pour but le problème que vous soulignez, c'est-à-dire de laisser des espaces verts et de densifier sur certains points du territoire. Donc je pense qu'il y a à la fois en termes de gestion administrative et en termes d'urbanisme même, des idées à reprendre. Geoffroy Boulard, sur ce que vient de dire Monsieur Lebras, les villes nouvelles.
Oui, c'est un peu ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'on est en train de créer des villes nouvelles autour des pôles de transport nouveaux. Le Grand Paris Express en est l'illustration. Nous, on a lancé à la métropole, inventons la métropole du Grand Paris pour notamment réhabiliter des friches qui ont été notamment fléchées par les maires qui connaissent le terrain. Et pour créer des lieux alors habités, mais aussi où il y a l'activité économique, où il y a des espaces verts. Et ça a eu un certain succès, puisque c'est quasiment 7 milliards quand même d'investissements privés qui ont été mobilisés. Et ça n'a pas coûté finalement d'argent public, sauf un peu d'huile de coude pour sur le plan administratif, permettre à ces projets de voir le jour. Ils sont en train d'être lancés. Les permis de construire sont accordés progressivement. Et ça va transformer, ça va compléter ce qui est fait par le Grand Paris Express. C'est ce grand concours qui aura sans doute un acte 3, puisque le président Houllier voudrait continuer. Mais l'idée, ce n'est pas de densifier pour densifier, c'est continuer à construire la ville en intégrant la dimension environnementale, qui est évidemment très importante, à la fois sur le bâtiment, qui doit être moins énergivore, un vrai sujet. On parle beaucoup de la pollution, mais la pollution aujourd'hui, elle vient surtout aussi elle est liée souvent aux bâtiments, aux logements eux-mêmes. Et donc là, il y a un gros travail, on doit en parler, c'est la priorité, parce que c'est la première source de pollution. Et ce sujet-là, il est bien pris en compte par les maires, parce que la métropole, c'est 131 communes, et c'est d'abord une coopération entre maires. Et c'est ce qui est assez moderne, c'est qu'on avance que si on est tous d'accord. Ce qui, quels que soient les bords politiques, nous invite à cette exigence finalement pour les habitants. C'est pas toujours facile en politique d'être tous d'accord. Non, mais c'est le principe de cet échelon. La coopération entre les maires, quel que soit son bord politique, c'est de se dire sur le territoire, finalement, où sont les pôles d'excellence, où est-ce qu'on va construire, où est-ce qu'on va redonner son lustre à des bois connus que vous connaissez bien, notamment à Paris. Mais il y en a d'autres qui méritent d'être valorisés dans la métropole du Grand Paris. Voilà. Et ça, c'est vraiment important aussi de dire aux habitants qu'il n'y a pas que le jeu politicien, et que les maires, ils sont au service du développement du territoire et de l'aménagement du territoire, comme on l'a dit. Madame El Haïba, j'ai dit, vous êtes DGA ICAD promotion résidentielle en Ile-de-France. Quand on dit qu'il faut construire avec des nouveaux matériaux, que la pollution, ce que vient de dire M. Boulard, vient de ces bâtiments, quelquefois, vous l'entendez, vous le comprenez? Est-ce que vous vous dites qu'il faut qu'on fasse un effort tous ensemble? Alors, c'est une démarche dans laquelle le métier de la promotion en général, ICAD en particulier, est engagé depuis de nombreuses années. Au cours des dernières années, d'ailleurs, le bâtiment est un des secteurs d'activité, même si ça ne se sait pas beaucoup, qui s'est le plus transformé. Et en termes de déperdition énergétique, économie d'énergie, a le plus progressé dans son domaine. Effectivement, il y a l'enjeu après de l'ancien, mais pour ce qui est du neuf, l'évolution a été très très marquante. Et on a une nouvelle réglementation énergétique qui arrive et qui va intégrer en plus le bas carbone après avoir fait travailler sur l'énergie. Donc de ce côté-là, je pense qu'on a un secteur d'activité très proactif. Après, la construction bois, par exemple, qui est beaucoup portée, est une des solutions, mais ce n'est sans doute pas la seule. D'autres techniques sont à mettre en œuvre. Bon, on parle aussi du béton bas carbone, il y a des débats, mais il y a des tas de solutions constructives et innovantes qui sont en train d'être testées partout et qui visent à améliorer encore la performance de nos constructions. Donc je pense de ce côté-là, même si ce n'est pas très connu, on est assez performant. Je voudrais revenir sur l'histoire de la densité que vous évoquiez tout à l'heure. Il faut aussi également faire attention aux faux amis, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on a tous l'image que la densité, c'est forcément la construction haute. Or, par exemple, Paris et sa proche métropole est plus dense aujourd'hui qu'une ville comme Shanghai en termes de densité d'habitants. Rappelez la densité, précisément la définition de la densité. Le nombre d'habitants par kilomètre carré. Voilà. Et donc, on peut voir que ce qui fait la densité, ce n'est pas nécessairement la hauteur, c'est aussi la forme urbaine. Et on parlait de plan d'urbanisme tout à l'heure. Le vrai enjeu aujourd'hui de tous les intervenants sur ces nouveaux projets, c'est quel schéma d'urbanisme on va adopter, qui donneront à la fois une ville à l'échelle piétonne appréciée par les franciliens et en même temps des espaces verts et des zones de respiration pour répondre aux nouvelles aspirations.
Et ce n'est pas forcément aller contre le développement durable que de faire de la ville dense et que de faire des constructions, mais ce n'est pas forcément des tours non plus. Ça peut être un panachage de tout. Merci à vous trois, je crois que le message est passé. Pour terminer l'interview, un peu plus de légèreté quand même. On parle de construction de bâtiments depuis tout à l'heure, on parle d'Île-de-France, on parle de Paris, forcément, puisque Paris est dans l'Île-de-France. Monsieur Lebras, je vais me tourner vers vous en premier. Pour vous, quand on vous parle de Paris et de l'Île-de-France, qu'est-ce que ça vous évoque en règle générale? Sans parler de bâtiments, qu'est-ce que ça vous évoque l'Île-de-France? Ça évoque beaucoup de choses, mais d'abord, ça a été dit au début, il faut savoir qu'on accuse Paris souvent de tous les maux. Paris redistribue de la richesse. Ça a été très bien montré par l'économiste Laurent Davzis, et beaucoup de régions en France profitent de la valeur ajoutée qui est créée dans la région parisienne. Et au fond, les Parisiens se sacrifient un peu, quoi qu'on en pense pour les autres. À côté de ça, c'est une chose dont on n'a pas parlé, mais une étude récente de France Stratégie a montré que le problème de la mixité sociale, le problème des ghettos urbains, et que ce problème était beaucoup moins grave qu'on le pensait en province. Les zones urbaines sensibles, la mixité a plutôt resté la même ou un peu progressé. En revanche, en région parisienne, la situation est mauvaise. Il y a une augmentation de la ségrégation. On peut donner des chiffres, mais par exemple, maintenant, plus de la moitié des personnes qui vivent à Paris sont dans les catégories sociales supérieures, alors que si vous allez à 50 km de Paris, c'est exactement l'inverse. Vous avez assez peu ou très peu de catégories supérieures. Donc là, il y a des problèmes sociaux, et c'est des problèmes qui ont à voir avec l'urbanisme, avec la construction, d'autant plus que on a aussi, il faut voir que Paris était très différent, c'est un brassage à Paris, c'est-à-dire que la migration, quand on fait le sol migratoire des Parisiens et de l'Île-de-France, il est négatif depuis très longtemps. Pourtant, la ville s'accroît. Elle s'accroît parce que d'abord, la population est plus jeune, il y a des naissances, mais ça veut dire que dans ce brassage-là, il y a un parcours des Parisiens. Très souvent, les jeunes sont centre-ville ou dans les premières bandes, dans la première couronne, et puis ils se mettent en ménage, ils font des enfants, et c'est à ce moment-là qu'ils vont migrer vers des banlieues plus lointaines, voire du périurbain, puis ils reviendront selon l'argent qu'ils ont, parce que les enfants vont au lycée, etc. Et puis aussi, ils partiront ensuite, et c'est pourquoi le solde est négatif, quand ils seront à la retraite, ils vont aller sur la côte vendéenne ou dans le sud de la France. Et puis là, ils vont vraiment vieillir, ils vont arriver à 75-80 ans, et il va falloir se rapprocher des équipements hospitaliers. Donc, ils vont revenir selon leur argent dans la région parisienne ou autour. Vous voyez que il y a un cycle de vie dans lequel Paris est très particulier par rapport aux autres villes de province. Merci Monsieur Lebras. Je terminerai avec Monsieur Boulard. Madame El Haïba, qu'est-ce que évoque pour vous Paris et l'Île-de-France? Écoutez, moi j'y vois le cœur de la France quand même. Il s'y passe beaucoup de choses. Au niveau urbain et au niveau construction, indépendamment de tous les commentaires qu'on peut faire, c'est aussi un incubateur avec la métropole d'idées nouvelles, de nouvelles manières de construire, de réflexion, un creuset un peu d'innovation et d'idées. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'en région, il ne se passe pas beaucoup de choses, mais c'est vrai que l'Île-de-France donne pas mal le ton, et Paris en particulier, effectivement. Et pour vous, pour terminer, Monsieur Boulard? Écoutez, Paris, c'est d'abord la capitale de tous les Français, mais c'est aussi un territoire qui, à la fois dans la tradition, on parlait d'Haussmann et de cette architecture, mais aussi dans la modernité, avec des quartiers à réinventer en permanence, et ce qui en fait une capitale qui doit être attractive et qui doit rester attractive. Il y a des indicateurs qui sont quand même inquiétants sur la perte de population à la fois de la ville-centre, et une redistribution plutôt positive à l'échelle du Grand Paris. Et je crois que l'aménagement de Paris, le développement de Paris passe forcément par un agrandissement. Ça a été son histoire et c'est son avenir sans doute. Je suis désolé, je ne résiste pas à la question que tout le monde se pose depuis ce matin. Est-ce que le PSG va se qualifier ce soir? Parce qu'on parle de Paris, Monsieur Boulard. Je suis confiant. D'accord.
Très bien, eh bien on verra. Merci à vous tous d'avoir été avec nous. Merci Monsieur Lebras d'avoir été avec nous à distance, en visioconférence. Je vois que vous rigolez, donc ça veut dire que le PSG va se qualifier aussi, c'est parfait. Merci beaucoup Madame Alaïba d'avoir été avec nous. Merci monsieur. Merci Monsieur Boulard d'avoir été avec nous. Restez avec nous, nous revenons dans quelques minutes pour une nouvelle interview. Réagissez avec le hashtag #BâtirIDF qu'on vient de créer tout de suite maintenant, c'est la folie. On se retrouve dans quelques minutes pour une nouvelle interview avec Monsieur Éric Césari, vice-président de la métropole du Grand Paris. À tout à l'heure.